Donc bonjour, résumé du cours sur le chapitre cinétique chimique. Alors la notion facteur cinétique, donc bon, la définition, il faut la connaître, hein, grandeur ayant une influence sur la vitesse d'une réaction chimique. Mais bon, surtout ce qu'il faut connaître, c'est des exemples. Hein. Bon, il y a deux exemples que vous devez connaître de facteurs cinétiques, c'est la température et la concentration. Et l'effet, hein, quand la température augmente, alors la vitesse de la réaction diminue, ou la vitesse de la réaction augmente, hein, ou la durée de la réaction diminue. Et si la concentration des réactifs est importante, alors la vitesse de la réaction augmente ou la durée de la réaction diminue. Catalyseur. Alors il faut connaître la définition là. Hein, j'aurais pu mettre en rouge là. Voilà, ça, hop, je mets comme ça. Un catalyseur est une espèce chimique pouvant accélérer une réaction chimique. Alors, il faut savoir aussi, je le mets en rouge, ça, c'est pas savoir par cœur, mais il faut le savoir, hein, si vous voulez, le catalyseur est consommé, puis ensuite régénéré. Bon, ça, entre parenthèses, le catalyseur, on n'en met pas beaucoup, bah, tout simplement parce que il est consommé, mais ensuite il est régénéré. Donc, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. Il est réutilisé par la réaction. Hein. Donc, raison pour laquelle il n'est pas nécessaire d'en introduire beaucoup dans le milieu réactionnel. Alors, ensuite, le suivi cinétique, c'est-à-dire qu'on veut étudier, on souhaite étudier expérimentalement une réaction lente. Pour ça, il faut faire des mesures. Alors, quelles mesures on fait? Eh bien, il faut utiliser une grandeur caractéristique de la réaction chimique étudiée qui varie au cours du temps. Donc, je lis. Hein. Pour suivre l'évolution dans le temps d'une grandeur caractéristique du système chimique étudié, il faut mesurer une grandeur pendant la durée de l'étude de la réaction chimique. Alors, en fait, il faut regarder l'équation bilan. Si l'équation bilan contient des ions, eh bien à ce moment-là, il faudra mesurer la conductivité au cours du temps. Si l'équation de bilan contient les ions H3O+, ou HO-, eh bien à ce moment-là, il faudra mesurer le pH au cours de la réaction. Si l'équation de bilan contient une espèce colorée, on mesure l'absorbance. Si l'équation bilan contient un gaz, on mesure la pression. Ensuite, temps de demi-réaction. Alors, le temps de demi-réaction, donc c'est alors par des exemples hein, ici. Hein, donc là, c'est la durée au bout de laquelle l'absorbance est égale à la moitié de l'absorbance maximale. Voilà. Donc graphiquement, ça donne ça. Donc ici, on a un max. Donc voilà, on peut faire ça comme ça. Voilà. Donc on a un max sur 2, hein, la valeur de l'absorbance maximale divisée par 2, et on lit le temps de demi-réaction. Donc cette valeur-là, c'est la valeur de l'absorbance à T1,5, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc dans la rédaction, bah, c'est bien de rédiger comme ça. On commence par écrire ça, et ensuite on écrit par lecture graphique, voilà. Donc autre cas, quand on a un réactif, eh bien graphiquement, donc on prend la quantité, donc dans ce cas-là, c'est la quantité. Hein, la quantité initiale, on la divise par 2 et on lit. Donc cette quantité-là, c'est la quantité à la date T1,5 qui est égale à N0 sur 2. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc c'est bien de rédiger comme ça. Et ensuite par lecture graphique. Ensuite, les définitions des vitesses volumiques. Il y a deux types de vitesses volumiques. Vitesse volumique de formation d'un produit. Voilà la définition. Donc il s'agit d'une dérivée. Hein, ou d'un taux d'accroissement quand la durée est très petite. Vitesse volumique de disparition d'un réactif, voilà la définition. Attention, ne pas oublier le signe moins. L'unité des vitesses volumiques, eh bien, ça dépend des données. Hein. Si ici la concentration est en mol par litre et la durée en minutes, eh bien, ça va être des mols par litre par minute. Alors, maintenant, comment trouver la valeur des vitesses volumiques? Alors, en physique, eh bien, on dérivait la fonction et on calculait la valeur à la date t demandée. On faisait une véritable dérivée. Tandis que en chimie, dans cette leçon, les fonctions ne les a pas. Hein. C'est-à-dire que la fonction, en général, hein, la fonction concentration, on ne l'a pas. Donc, du coup, il faut faire autrement. Donc, voilà comment on fait. Alors, voilà, donc voilà, en général, voilà, on vous donne une courbe comme ça, voilà,
Voilà, on donne une courbe et on dit, bah, calculer la vitesse volumique de disparition de l'eau oxygénée à la date 3 minutes. Alors, il faut commencer par écrire. Donc, on met la définition. Voilà. Et ensuite, on explique ce que représente la dérivée, là, géométriquement. Donc, géométriquement, ça correspond au coefficient directeur de la tangente à la courbe à la date T1 égale 3 minutes. Voilà, donc on trace la tangente à la courbe, hein, donc la tangente doit passer par le point étudié, et la courbe, en fait, elle doit être la distance, hein, la distance entre la courbe et la tangente doit être la même par rapport au point, hein, ici. Il faut s'appliquer quand on trace la tangente. Ensuite, on prend deux points dont les coordonnées sont faciles à lire sur la tangente, voilà, et on écrit l'expression du coefficient directeur de la tangente, donc c'est-à-dire le taux d'accroissement. Voilà, on écrit ça. Et ensuite, on fait l'application numérique. Alors ensuite, ordre d'une réaction. Donc là, ça, ce que je mets, c'est entre parenthèses. C'est pour comprendre d'une façon générale ce que ça veut dire l'ordre d'une réaction. Donc j'ai une réaction chimique ici, donc deux réactifs qui forment deux produits. Et la vitesse de réaction du réactif 1 peut s'écrire, alors ça c'est général, hein, peut s'écrire comme ça. Alors pareil pour le réactif 2, hein, peut s'écrire comme ça. Hein. Simplement, on n'aura pas forcément les mêmes coefficients hein, pour le réactif 2. Mais ça c'est très général. Hein. Donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est assez logique d'écrire ça. La vitesse de disparition du réactif 1, eh ben, elle est proportionnelle, quoi? Elle n'est pas proportionnelle. Elle est liée à la concentration des réactifs R1 et R2. S'il y a beaucoup de réactifs R1 et R2, eh bien, la réaction va bien se faire et la vitesse sera grande. C'est ce qui est écrit ici. Alors simplement, voilà, il y a des coefficients. C'est pas forcément 1 ici. Ça peut être au carré, voilà. Et l'ordre de la réaction, eh bien, c'est la somme des coefficients. Alors j'ai pris un exemple. Par exemple, si on a cette réaction-là, eh bien, l'ordre de la réaction, donc ça sera 3, parce que là, on a la concentration du réactif R1 au carré, et fois la concentration, donc puissance 1. Donc 2 plus 1, ça fait 3. Bon, bref, je ferme la parenthèse. À votre programme, ce qui est au programme, c'est les réactions d'ordre 1. Donc d'ordre 1, à ce moment-là, on n'a que la concentration d'un réactif à la puissance 1. Et on cherche la vitesse de disparition de ce réactif-là. Alors, donc il faut connaître la définition, ça c'est faut le connaître, hein. Donc il faut pouvoir le réécrire. Hein. Donc une réaction suit une loi d'ordre 1 si la vitesse du réactif est égale à K fois la concentration de ce réactif avec K égale constante. Alors dans vos exercices, on vous demande voilà, parfois, on vous demande de montrer que la réaction suit une loi d'ordre 1. Alors, il y a deux cas, deux méthodes, on va dire. Il y a deux méthodes selon les données. Alors, première méthode, on va montrer, voilà, comme la définition c'est ça, et bien forcément, VR est proportionnel à VR et R sont proportionnels. Hein. Donc il faut montrer qu'on a une relation de proportionnalité avec le coefficient direct, avec le coefficient de proportionnalité qui est constant. Il faut montrer ça. Donc premier cas, on vous donne un tableau avec les valeurs de V et les valeurs de R. Donc on calcule le rapport, voilà, on calcule le rapport V sur R. On fait le calcul, voilà, et on doit trouver que ce rapport est constant aux erreurs expérimentales près. Hein, voilà. Donc le rapport est constant aux erreurs expérimentales près. Donc du coup, V sur R égale constante. Alors cette constante, on fait pour trouver sa valeur, on fait la moyenne. Et donc du coup, on a VR égale K fois R. Voilà. Deuxième méthode, on vous donne du papier millimétré. Donc dans ce cas-là, vous tracez VR en fonction de R et vous devez trouver une fonction linéaire. Donc, si le graphe est une droite qui passe par l'origine, alors V égale K fois R avec K égale constante, alors la réaction suit une loi d'ordre 1. Voilà, ça c'est la première méthode, en montrant la proportionnalité entre VR et R. Mais alors parfois, vous n'avez pas, on ne vous donne pas comme donnée, ce qu'on vous donne, c'est soit ce type de courbe, soit ce type de courbe. Et il faut se débrouiller. Hein. C'est-à-dire, on vous donne la concentration du réactif en fonction du temps. Voilà. Et il faut montrer que la loi est d'ordre 1. Alors, ce que je vais dire, vous l'admettez. Donc là, on a la même réaction qui est réalisée avec 3 concentrations initiales différentes. Voilà. Donc, on recherche graphiquement le T1,5 dans les 3 cas et on trouve la même chose. Donc, on trouve le même T1,5, il est constant.
Et le T1,5 ne dépend pas, donc voilà, ça faut l'admettre, hein, le T1,5 ne dépend pas de la concentration initiale, hein, c'est ce qu'on constate expérimentalement. Hein. Comme le T1,5 ne dépend pas de la concentration initiale, alors la réaction suit une loi d'ordre 1. Deuxième cas, vous avez une seule courbe, et donc là, dans ce cas-là, vous cherchez plusieurs T1,5 de la façon suivante. Alors vous cherchez un premier T1,5 ici, et ensuite vous dites que la réaction, en fait, la concentration initiale est celle-là, hein, elle commence là. La concentration, voilà, c'est celle-là. Donc vous recherchez un T1,5 qui est là. Donc vous avez une nouveau T1,5. Et enfin, vous dites que la concentration initiale, c'est ça, et vous recherchez un T1,5. Et on doit trouver la même valeur. Hein. Donc on constate que T1,5 est constant et ne dépend pas de la concentration, donc la réaction suit une loi d'ordre 1. Ensuite, on peut vous demander d'expliquer un petit peu ce graphe, hein, le graphe de la concentration d'un réactif, par exemple, en fonction du temps, ou ça peut être la concentration de formation d'un produit en fonction du temps, et de le lier au facteur cinétique concentration. Donc il faut étudier le graphe dans deux cas, au début de la réaction et à la fin de la réaction. Alors au début de la réaction, d'un point de vue géométrique, d'un point de vue de la courbe, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le coefficient directeur de la tangente à la courbe, hein, si je prends un point ici, est très négatif. Donc ça veut dire que la vitesse de disparition du réactif est importante, hein, si le coefficient directeur est très négatif. Voilà. Ça, c'est d'un point de vue de la courbe. Mais d'un point de vue des facteurs cinétiques, c'est cohérent, puisqu'on est au début de la réaction, et au début de la réaction, il y a beaucoup de réactifs, donc la réaction se fait bien, la vitesse de réaction est élevée. Alors voilà, pour rédiger, hein. Donc le coefficient directeur de la tangente à la courbe est très négatif, hein, au début de la réaction, la pente est forte, donc la vitesse VR est grande. Alors cette remarque-là est cohérente, car au début de la réaction, la concentration des réactifs est importante, donc la réaction est rapide. En fin de réaction, le raisonnement est inverse, hein, donc il ne faut pas tout réécrire, hein, le raisonnement est inverse. Le coefficient directeur de la tangente à la courbe est peu négatif, hein. La pente est faible, donc la vitesse est faible. Et donc cette remarque est cohérente avec le fait que on étudie là la fin de la réaction, et donc en fin de réaction, il y a peu de réactifs, donc la réaction est plutôt lente. Hein. Fin de réaction, peu de réactifs, réaction lente. Alors, autre notion. On peut vous demander de calculer la vitesse moyenne de disparition d'un réactif. Donc dans ce cas-là, on a cette courbe, et la question c'est calculer la vitesse moyenne de disparition du réactif entre les dates TA et TB. Hein. Le point B, j'aurais pu le mettre ici. Hein. TA et TB. Voilà. Donc dans ce cas-là, on écrit la définition de la vitesse moyenne entre les dates TA et TB. Cette définition, c'est la même, ce sont les mêmes, sauf qu'au lieu de mettre la lettre D, on met delta. Hein. La différence entre la vitesse instantanée et la vitesse moyenne, c'est que la durée d'étude pour la vitesse moyenne est grande. Hein. On a une grande durée d'étude, tandis que pour la vitesse instantanée, la durée d'étude est petite, donc dt tend vers 0. dt tend vers 0 pour la vitesse instantanée, ce qui n'est pas le cas de la vitesse moyenne. Donc du coup, voilà, il faut mettre la delta t ne tend pas vers 0. Hein, voilà. Donc on met la définition, on prend donc les deux points, voilà, les deux points sur la courbe, et on écrit le taux d'accroissement, hein, la variation de B, donc finalement initiale, la variation de la concentration, finalement initiale, la variation du temps, finalement initiale, et on calcule. Enfin, dernière notion, on peut vous demander, on peut chercher donc la relation entre les vitesses volumiques pour une même réaction chimique. Pour une même réaction chimique entre deux espèces différentes. Les vitesses volumiques ne vont pas être les mêmes. Hein, c'est logique. Par exemple, je prends cette réaction lente. Donc, que veut dire cette réaction d'un point de vue avec les coefficients stoichiométriques? Par exemple, je prends ce réactif-là et ce produit-là. Bien, ici, le coefficient stoichiométrique, c'est 1 mol. Donc, quand 1 mol de SO8 de moins
disparaît, donc ça met un certain temps, hein, un certain temps delta T, eh bien, il va se former 2 moles de SO4 mais pendant la même durée, pendant le même delta T. Donc, il va de soi que la vitesse de formation de SO4 est 2 fois plus importante que la vitesse de disparition de S2O8 Voilà, c'est ça qu'il faut montrer. Alors maintenant, comment le rédiger, ça? Eh bien, on commence par faire un bilan molaire, hein, entre les deux espèces. Voilà le bilan molaire, hein. Donc, cette quantité-là divisée par 1, consommée, est égale à cette quantité-là formée divisée par 2. Et ensuite, alors ça, c'est pas une démonstration, hein, ça vous l'admettez, hein. On remplace donc les quantités, quantité consommée, quantité formée, bon, ça c'est intuitif, on remplace par les vitesses. Voilà, on trouve ça. Donc du coup, le bilan, je vais isoler, pour faire le bilan, je vais isoler VSO4 VSO4 c'est 2 fois ça, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc on regarde, la vitesse de formation des ions SO4 est égale à 2 fois la vitesse de disparition de ce réactif-là, et le double. C'est bien ce qu'on avait dit au départ. Voilà, ce résumé est terminé.